beaucoup de sujets d'actualité. On m'a surpris en train de réajuster la cravate. C'est le matin, hein, c'est le matin. Anne, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, pour ceux qui vous voient pour la première fois sur ce plateau, je rappelle que vous êtes juriste, avocat rompu, franco-italien, italienne, défenseur des causes perdues, activiste, défenseur des causes, défenseur des opprimés. Défenseur des oui, mais ce n'est pas des causes perdues. Oui, défenseur des opprimés. Des opprimés. Bien sûr. Autrement, vous serez la force. Justement, je continue à vous présenter. Défenseur des opprimés et activiste des droits de l'homme, très proche du Congo. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo où il y a des années, elle est souvent dans les manifestations de la diaspora congolaise pour défendre la bonne cause. Alors, nous allons parler de Doha. Tshisekedi Kagame était hier sous la médiation de l'émir du Qatar. Quelles sont les fautes, les erreurs que Kinshasa doit éviter de commettre? Parce que Kagame est en position de faiblesse, lâché, sa course sanctionnée. Lui-même a annoncé des temps difficiles dans son pays devant son peuple. 30 ans d'un règne sans partage, il a été le maître de beaucoup de présidents ici en Afrique centrale ou en dehors de l'Afrique centrale. C'est lui qui prenait la parole au nom du Congo durant plusieurs années. Lâché, est-ce que Doha peut lui apporter une bouffée d'oxygène? Quelles sont les erreurs que Kinshasa c'est très important. Doit éviter? Le communiqué de la direction des communications de la présidence de la République fait allusion à un cessez-le-feu sans le retrait total des forces d'occupation dans toutes les entités occupées par les supplétifs de l'armée rwandaise. Parce que sans le retrait total des forces d'occupation, un cessez-le-feu serait seulement une utopie. D'ailleurs, les États-Unis exigent la cessation des hostilités et le retrait des forces négatives. La rencontre de Doha, qu'est-ce qu'elle nous réserve? C'est la question que je vous pose. Oui, j'étais surprise aussi. Parce que, vous vous souvenez, mercredi dernier, je n'étais pas contente. Je n'étais pas contente de ce qui s'est passé à Luanda entre Lorenzo et le président Fachi. Enfin, entre les deux présidents. En effet, je n'ai pas confiance pour ce qui est de la paix durable en RDC que l'on passe par un État africain. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont énormément déçu. Regardez. Je vous ai parlé de Sassou qui a signé, via son fils, un accord militaire de défense avec le Rwanda, alors que nous avons des centaines de kilomètres de frontières. C'est très facile. Et Lorenzo, il y a aussi le risque d'une jalousie, d'une envie, parce que la RDC va être l'État porteur de ce 21e siècle. Et je crois. Alors, hier, j'ai eu deux informations qui m'ont pas chamboulé, parce qu'il m'a fait beaucoup plus que ça. La première, c'est que j'ai appris que le premier qui avait répondu favorablement à Lorenzo, Bissima, eh bien, il s'est rétracté. Alors, je dis ça, bizarre ça. Alors, est-ce que c'était un rapport avec les sanctions de l'Union européenne? Mais ça me paraissait bizarre. Il ne risquait pas sa peau. Il ne risquait pas d'être arrêté. Donc, pour moi, je pensais qu'il y avait anguille sur roche, mais certainement pas Doha. Alors, la délégation congolaise est partie au Luanda. Évidemment, elle a fait chou blanc. Mais je pense que de la part du président Fachi, s'il a accepté de rencontrer Lorenzo mardi dernier,
c'était tout simplement pour poser un leurre. Vous savez ce que signifie un leurre, hein? C'est qu'on met un objet c'était du saupoudrage. Pour détourner l'attention pour ce qui allait arriver. Si bien que je me suis posé la question, si ce matin, enfin, cette nuit plutôt, si le responsable de M23, Bissimoa, n'avait pas eu une injonction de Kagame de ne pas se rendre à Luanda. Donc, ce n'était pas par rapport aux sanctions européennes, c'est surtout par rapport à ce qui s'est passé, la rencontre qui devait avoir lieu à Doha. Kagame, on lui a dit de se taire, le président Fachi, lui, ça allait de soi, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que cette rencontre a été précédée presque en même temps par la victoire des Valenzo et des FARC à Bukavu. C'est quand même, il faut regarder la synchronicité. Vous parlez de Wazalendo. À Bukavu, on a eu une victoire cette nuit. Hein? Bukavu a été libéré par les Valenzo. Hein? Donc, il ne faut pas oublier que nous avançons aussi. Nous devons les chasser. Nous devons chasser ceux qui ont envahi le Congo. Et par synchronisation, voilà les deux présidents qui se rencontrent à Doha avec l'émir du Qatar, Al-Thani. C'est une bonne chose. Parce que je voyais mal les négociations entre Kagame et Fachi avec un président africain. C'est important. Kagame accepte non, je n'aurais pas. À Doha, un cessez-le-feu. Alors, donc maintenant, le chef de... C'est un leurre. Donc c'est lui qui fait la guerre au Congo. Lorenzo a cru. Affiché. Lorenzo a cru. Lorenzo a cru. Pas Fachi. Et Fachi est allé donner le change pour ne pas ébruiter. Mais je pense qu'il devait savoir, le président Fachi, que la réunion se tiendrait ailleurs que dans un État africain. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Cette nuit, quand je l'ai appris, j'étais très contente. Bon, parce que pas dans la naïveté quand même. Quelles sont les erreurs? Parce que ça parle. Implicitement, Kagame reconnaît. S'il vous plaît. Implicitement, Kagame reconnaît qu'il est l'instigateur de M23. Hein? J'ai toujours dit que M23 c'était Kagame et AFC, Alliance des Forces du Congo, c'était Kanembe Hippolyte qui se fait appeler Joseph Kabila et qui essaie de faire sa rentrée. Mais il n'a pas sa place. On ne va pas aborder plusieurs choses à la fois. Vous dites Doha, c'est une bonne chose. Ça parle, c'est cessez-le-feu. C'est cessez-le-feu avec les armées, avec l'armée étrangère, l'armée rwandaise, sur le sol congolais, c'est supplétif. Ils doivent. Qui ont pris une partie du territoire, cessez-le-feu. Et oui, le communiqué. Mais n'oubliez pas une chose. Balancez-nous les communiqués de la direction de communication de la présidence de la République. Je vois Madame Mwamba qui ne fait pas allusion dans ses communiqués du retrait de forces d'occupation du territoire congolais, à moins que ce soit un communiqué des réseaux sociaux ou ce qu'on appelle l'invention des réseaux sociaux. Mais si c'est un document authentique, mais on ne parle pas du retrait, mais on parle du cessez-le-feu. Et oui, ça, vous ça avez risque bien de vu nous la amener dans une déclaration qu'ils ont utopie. faite. Oui. Et vous avez bien vu que dorénavant, il n'y aura ni Luanda ni Nairobi et que tout sera concentré à Doha. C'est ça. Hein? C'est-à-dire que le schéma va être entre les mains du Qatar. Et pour ça, c'est très important. C'est un cessez-feu. En cessez-feu, il faut aussi être vigilant. Ça veut dire que la moindre escarmouche que les Rwandais, le M23, la AFC font, eh bien, c'est toute la communauté internationale qui sera contre le Rwanda. Ça, il faut bien mettre ça dans la tête. Nous allons vers un processus de paix. Et le processus de paix, d'abord, impose à Kagame de retirer ces groupes terroristes.
Parce que les groupes terroristes ne sont pas congolaises. On a pris des Congolais qui ont été payés, qui ont trahi leur pays. Nganga, pour moi, c'est un traître. Vous parlez de Nanga. Oui. Nganga. Qui s'est mis avec le M23, qui, soi-disant, le 23 mars, sera à Kinshasa. Eh bien, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas, que les journalistes ne savent pas. Hier matin, je rentrais de mon marché. C'était vers 11h10. Et tout à coup, je suis dans un quartier où il y a les mécaniciens. Hein, le gros des mécaniciens. Et c'est pas 10 personnes. C'est 200, 300, je ne sais pas plus personnes. Et tout à coup, on a vu les militaires courir. Avec sur des motos, tout ça. Et tout le monde s'est dressé comme un seul homme. Ceux, par exemple, qui étaient déjà en situation de repos, tout le monde a dû se demander qu'est-ce qui se passe. Allons vers le fleuve. Moi, je suis là, je demandais qu'est-ce qui se passe. Bien, on a vu les militaires courir. Donc, ça veut dire que la population quinoise, à la moindre escarmouche, elle va réagir. Et ça, c'est un détail que vous, journalistes, vous ne l'avez pas. Mais vous pouvez vous renseigner. Venez au petit boulevard industriel et questionnez qu'est-ce qui s'est passé hier vers 11h, 11h20. On a vu des militaires courir et les gens se sont levés de l'arbre pour dire qu'est-ce qui se passe. Ils vont vers le fleuve, qu'est-ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'il y a une réaction patriotique des Quinois qui répond à celle qui a été faite le mois dernier, où on a vu une population aller et venir, hein, et qui a brûlé les ambassades. Alors, pour en revenir à Doha, c'est très important. Doha, si vous regardez bien la carte du Congo, hein, et vous regardez le Rwanda. On peut prendre la photo des Doha, là, c'est très important. Il n'y a pas eu poignée de main comme on est en train d'en inventer là. Moi, je n'ai pas vu de poignée de main là-bas. Voilà, nous sommes à Doha là-bas. Bon, oui. Écoutez, mais regardez quand même, projetez la carte de la RDC avec le Rwanda. Comment un tout petit pays, un pois chiche, veut cacher un pays de 110 millions d'habitants, de 80 fois la Belgique, de 5 fois la France. Mais c'est hallucinant. Donc ça veut dire que derrière Kagame, il y avait aussi la communauté internationale. Et qui prend peur parce qu'il y a eu un génocide de 30 ans. N'oubliez pas que je viens de la diaspora, que le président Fachi vient aussi de la diaspora, et que la diaspora est encore très active, et que nous n'allons pas abandonner tant que le pays ne sera pas pacifié, tant que le peuple congolais ne sera pas sur les rails. Donc maintenant, il appartient à l'émir Tani de mettre en place le processus de paix avec les négociations. Et les négociations, ce n'est pas l'abandon du territoire, hein, loin de là. Parce que nous n'accepterons jamais qu'il y ait un abandon de la moindre parcelle du territoire congolais. Anne, oui. Le Qatar fait les affaires avec le Rwanda. Et la réussi avec la RDC. Pas encore terminé. La construction de l'aéroport moderne, les parts qu'il a placés dans Rwandair, beaucoup d'avions sont les avions de Qatar ou de la compagnie qatari. Et puis, l'achat de l'or pillé au Congo, raffiné à Kigali, dont le raffineur venait d'être frappé par des sanctions de l'Union européenne. Le Qatar fait les affaires avec le Rwanda, commence aussi à le faire avec le Congo. Alors, comment ne pas tomber dans le piège? Un piège tendu, par exemple, par le Qatar pour redonner une sorte de bouffée d'oxygène à Kagame qui est en perte de vitesse, qui est déjà sous des sanctions. Kagame, nous allons sortir les dossiers sur lui. Kagame, nous allons sortir ce que nous savons. Ce que nous avons comme document. On ne va pas laisser les bras croisés. Les jours de Kagame sont aussi comptés. Il est depuis l'origine du génocide congolais. Il nous a mis sur le dos le génocide Tutsi qui est un génocide false flag, qu'il a lui-même fait. C'est lui-même qui a tué ses frères
Alors, pour en revenir au Qatar, le Qatar a déjà fait marche arrière. N'oubliez pas les maillots que portaient les footballeurs visiter le Rwanda. Eh bien, c'est la diaspora qui a réagi. Ils ont dû annuler les contrats. Ils ont dû refaire les maillots des footballeurs. Parce que dans ce cas-là, c'était un boycott du football et des équipes de Qatar. Le Qatar, eh bien, a des rapports d'affaires avec le Rwanda. Il en a aussi avec la RDC. Les minéraux sont des minéraux qui appartiennent à la RDC. Et si le Qatar outrepasse et s'il utilise les minéraux de sang, nous serons là pour l'en empêcher. Donc, Al-Thani, il sait très bien qu'avec l'histoire des maillots visités le Rwanda, et il est déjà en mal position puisqu'il a dû annuler. Ensuite, il a des affaires avec la RDC. Bien sûr, le Qatar est un petit pays. Rien qu'à voir l'aéroport par rapport au pays, eh bien, c'est l'argent du pétrole. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, si Al-Thani, le cheikh du Qatar, va être celui qui sera le médiateur pour la négociation, il faudrait qu'il soit impartial. Parce que alors, ça ne collera pas. Quant à Kagame, il a aussi une peur. C'est que tous ses soutiens occidentaux n'en viennent à le dénoncer pour le génocide congolais. Et ça, il y a une peur terrible. Pas seulement de quitter le pouvoir. Hein? C'est de porter le chapeau pour ceux qui l'ont commandité. Le Sénat de la Virginie occidentale aux États-Unis a donc voté une résolution avec recommandation également au niveau fédéral, bureau de président Trump, département d'État, le Parlement fédéral, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre de représentants. Et, vous êtes au courant de ça, et la Virginie occidentale réclame le retrait, exige le retrait des troupes étrangères du territoire congolais et soutient l'approche de l'intégrité territoriale, respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Qu'est-ce que cela vous inspire dans toute cette série de réactions en faveur de Kinshasa? Oui, bien sûr. Oui. Ça vous inspire quoi? Parce que ils risquent de perdre gros. Ils risquent de perdre gros. Et ils se sont rendus compte que les Congolais sont des patriotes. Et qu'ils se battront. Avec leurs moyens de bord, mais se battront. Et que ce sera une guerre sans fin. Une guerre sans fin pour l'Occident. Et ça, ils en sont conscients. L'Union européenne sait qu'elle a fait des erreurs. Pas des erreurs. Elle a pris des décisions qu'elle savait qu'elles étaient contraires à l'éthique, à l'équité. Et maintenant, elle fait marche arrière. Elle fait marche arrière parce qu'il y a aussi le problème de l'Ukraine, où elle a perdu ses billes. Puisqu'il y a un accord entre Trump, Zelensky et Poutine. Donc, l'Union européenne, c'est une quantité négligeable. Elle veut s'armer. Mais les citoyens des États de la vieille Europe ne veulent pas se réarmer. Ils ne veulent pas aller risquer leur peau. Donc, il y a ce côté qu'il faut regarder, que l'Union européenne n'est pas en si bonne position que ça. Et quand avant-hier, elle a pris la décision de dénoncer certains responsables du M23, il aurait fallu aller faire plus. Il aurait fallu dire à ceux qui étaient vraiment à la tête. Mais elle n'a pas osé. Parce qu'elle sait très bien que si ça se déclenche du côté du Rwanda, eh bien c'est une guerre centrale. Les eurodéputés, ceux qui sont au front en faveur du Congo, disent pas de deux poids, deux mesures. Ce que vous réclamez pour l'Ukraine, faites-le autant pour le Congo, et disent que ces sanctions qui frappent une dizaine des officiers de Kagame, de l'armée rwandaise, et quelques personnalités des supplétifs, ils disent que ce n'est pas encore suffisant, ils s'allument, hein, ils demandent d'aller au-delà, c'est-à-dire libérer les territoires congolais.
Oui. Vous les Oui. avez suivis quand même? Je pense que ce qui va se faire, c'est qu'ils vont être obligés de partir. D'abord parce que du côté de Bukavu, toute la zone, les Wazalendo et les FARC tiennent la situation et que l'armée rwandaise manque de ravitaillement. On ne peut pas accéder pour les ravitailler. Donc, ils vont tomber. Ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus de nourriture. Et ils savent qu'ils sont pris au piège. Du côté de Goma, eh bien, il va falloir qu'ils quittent. Et la première preuve de la bonne foi, Kagame, c'est de dire à ceux qu'elle a commandité, le M23, de quitter la région de Goma. Et vous allez voir, si il est responsable, s'il se comporte de telle manière, eh bien, sa situation, oui, sa situation, au niveau personnel, sera quelque peu adoucie. Et que, à la tête du Rwanda, on essayera qu'il y ait un changement soft. Parce que déjà, il y a des Rwandais qui se sont constitués en Ligue d'association de la libération du Rwanda. Hein? Et ça, ce n'est pas à négliger. Parce qu'il faut pacifier. Il y a Gassama qui a des soucis avec Kagame lui-même, l'ancien ambassadeur rwandais à l'ONU. Il y a le général Kayumba Nyamwasa. Le front, l'après-Kagame se dessine déjà. Il y a beaucoup de tractations, même en Europe. Beaucoup de tractations. Oui, il y a déjà ça. Il y a aussi le fait que Kagame a des problèmes de santé. On l'a vu quand il a été hospitalisé longtemps à Bruxelles. Et qu'il se fait vieux. Et on sait très bien comment les États-Unis remercient leurs alliés. Souvenez-vous de Saddam Hussein. Rien que ça doit vous éveiller. Peut dire que... On se souvient de Mobutu, comment ils l'ont remercié. Ah, Mobutu. Pourtant, Saddam un client Hussein. important pendant la guerre froide. Oui. Vous savez, les Américains n'ont que des intérêts. Voilà. Donc, nous aussi, nous avons que des intérêts. Pas de sentiments. Pas de sentimentalisme. Luanda. Nous avons à faire un travail énorme. Vous ne pourrez pas vous rendre compte de ce qu'il faut faire pour la RDC. Hein? Nous avons pas seulement à pacifier le pays, à le rendre économique. Nous avons aussi à faire de la population congolaise une population sportive. Et ça, je tiens. Parce que cet état sportif influe beaucoup sur le comportement. Donc, vous voyez, nous avons un long travail à faire. Kagame, il va accepter. Là, c'est un cesse-feu, mais il est en situation de faiblesse. Et il ne pourra pas se révolter contre les États-Unis. Voilà. Luanda se présente comme la capitale des échecs diplomatiques. Le deuxième mort-né, c'est ce dialogue dit direct entre Kinshasa et les supplétifs rwandais. Mais Luanda est en train aussi, dans ce jeu, de sauver le projet du corridor de Lobito. Parce que si les Américains accèdent aux minéraux stratégiques, eh ben, le port de Lobito, le corridor de Lobito risque d'être une sorte de pétard mouillé. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je me réjouis si cette signature a lieu, parce que ça permettra de mettre en valeur toute la zone centrale du Bas-Congo. Hein, du Bas-Congo, qui sera une voie de sortie des minéraux. Nous allons, l'autre fois, je fais un post en disant qu'il faut libérer Kingakati, parce que il y a lancé les Kingakati. Libérer, oui. Est-ce que parce que ça appartient à Kanembe. Hein? Mais ça, il faut le libérer. Il faut en faire des zones de coopératives. Et il faut libérer la rivière Nsele, qui est navigable. Vous ne vous imaginez pas ce que c'est comme apport. Vous savez, il y a au Congo des rivières qui sont navigables et qui peuvent éviter le fleuve Congo là où ce n'est pas possible. Donc,
ça va être la mise en valeur, l'échange donnant des minerais avec les États-Unis va nous permettre de mettre en valeur toute une grande partie du continent congolais parce que nous allons doubler l'hôpital. Enfin, c'est mon souhait, c'est mon rêve. Donc, c'est ce qui explique pourquoi je n'ai pas tellement confiance en Laurentieux qui, lui, il veut ses billes d'abord. Ah, eh ben non. Moi, mes billes, c'est que le Congo se développe. C'est que je puisse partir sereine de l'autre côté en disant, hop, ça a été fait. De l'autre côté, c'est-à-dire rappelé, Eh bien, par, écoutez, rappelé par le Seigneur. Non, non, c'est pas ça. J'ai 76 ans, tout peut arriver. Et je voudrais quand même que ce combat de 42 ans soit un combat victorieux, un combat de force positive. Oui, voilà. Valdi, vous avez vu, Marla, quand même la photo de Anne pendant son combat dans la diaspora avant de terminer. Vous allez voir ça. Donc, nous terminons. Il y a quand même beaucoup de sorties médiatiques de l'ancien président qui a interrompu le processus de sa thèse de doctorat pour pouvoir se consacrer aux problèmes qui se posent à son pays. Et là, du coup, il a échangé avec Thabo Mbeki. Une fois de plus, il ne s'en prend pas à l'agresseur. Mais le chef de l'agression était à Doha. Il accepte en position de faiblesse. Le président Fachi a fait partie comme nous de la diaspora. Il ne faut pas l'oublier. Il n'a pas oublié les années de combat, les années de privation, les années où on avait la police ensemble contre nous. Vous savez que le président Fachi et moi, nous avons été au cachot de la Pôle Bleue en février 98. Mais c'est un petit en détail, parce qu'on n'était quand même pas, les manifestations, ce n'étaient pas des manifestations pacifiques. Quand nous avons fait les dernières manifestations pour faire partir Kanembe, quand on a fait carton jaune, carton rouge, hein, nous avons eu des bagarres. Ça, la presse n'en a pas parlé. Moi, j'avais une pancarte qui disait que c'était le Vatican, c'était François du Vatican et Obama, avec des taches de sang, ils étaient complices. Donc, si je peux vous dire... Oui, on y va, Oui. Si je peux vous dire quelque chose, c'est que la diaspora, le combat de la diaspora nous a fortifiés. Et nous n'allons pas abandonner. Tant que le Congo ne sera pas pacifié, tant qu'il ne sera pas une économie, eh bien, nous n'allons pas le lâcher. Nous allons nous soutenir mutuellement entre la population congolaise et la diaspora. Ça, mettez-vous bien ça dans la tête. Et le président Fachi est conscient de ça. Il sait que nous sommes derrière lui, avec lui. Et que nous le soutiendrons. Tant que c'est notre combat, c'est un combat quand même. Ce n'est pas un combat d'un an, de 10 ans, c'est un combat de 40 ans. C'est pas rien. Pour moi, c'est 42 ans. Voilà. Puisque le premier dossier que j'ai eu, c'était le neveu du général Mwamba, qui, dans le général, avait péri dans l'attentat de l'hélicoptère fait par Mobutu. Donc, vous voyez, c'est pas hier. C'est pas hier. Peut-être... Voilà. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. On sent que vous avez eu un parcours dans la défense J'attends la suite de Doha. De l'avènement au pouvoir de Tshisekedi. Ouais. On a fini. Un message. Vous avez un message de la fin? Le message, c'est le président Fachi qui continue. Qu'il sache qu'il n'est pas seul et que nous serons toujours avec lui dès qu'il s'agit du combat du peuple congolais et de la souveraineté nationale. D'ailleurs, il le sait. Il le sait. Mais il faut quand même qu'on le lui dise. Hein, qu'il n'oublie pas que dans les moments de solitude... L'erreur de Kagame, c'est mon frère. D'accord. Il va que dans les moments de solitude, qu'il puisse penser que nous le soutenons, que nous sommes là. D'accord. Fachi, tiens bon. Nous vaincrons. Anne, merci d'être venue. Excellente journée. Nous amorçons l'atterrissage. Est-ce que le second invité est là? Dans quelques instants.